Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année universitaire 2021-2022 autour de la question de la vulnérabilité qui m'apparaît de plus en plus comme d'autant plus décisive que tout ce qui est vulnérable est désormais en danger. Alors vous disant cela, vous allez vous dire que je ne me creuse pas trop parce que par définition, le vulnérable est en danger. Si le vulnérable est le vulnérable, il est en danger puisque je vous rappelle que l'idée de vulnérabilité renvoie à l'idée de blessure et que potentiellement tout ce qui peut être blessé peut l'être à mort. Donc dire que le vulnérable est en danger, rien de nouveau sous le soleil. Le vulnérable a toujours été en danger. Pourtant, la question qui se pose, c'est celle de savoir pourquoi le vulnérable aujourd'hui subit une attaque en règle, comme c'est aujourd'hui le cas, au point que les espèces soient menacées, que les plus vulnérables d'entre les hommes le soient également, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui rend vulnérable vulnérable? Est-ce en vertu d'une disposition intime ou est-ce en raison d'un ensemble de circonstances particulières? Ce sera donc la question du jour. Qu'est-ce qui rend vulnérable le vulnérable? Alors tout d'abord, évidemment, nous allons développer ce point évident, ou revoir ce point évident suivant lequel, qui nous oblige en quelque sorte à constater que le vulnérable, la vulnérabilité plus exactement, est inscrite au cœur du vulnérable. Plusieurs auteurs l'ont constaté au cours de l'histoire, à propos des hommes. Victor Hugo nous dit « Dans tout berceau germe une tombe ». Heidegger, s'appuyant sur un texte d'un anonyme allemand, dit « Dès qu'un humain vient à la vie, déjà, il est assez vieux pour mourir ». Et puis à cette vulnérabilité de l'homme qui relie ontologiquement la naissance à la mort, lorsque la grande exposition Bill Viola de 2014 au Grand Palais a exposé les œuvres de Bill Viola, la première, enfin une des premières sur laquelle on tombait quand on entrait dans l'exposition, c'était ces deux écrans de télévision des années 60 qui étaient mis face à face de façon verticale. Quand on arrivait, on voyait la naissance d'un bébé, et puis quand on se penchait, on voyait l'agonie d'un vieillard. Alors là, la composition était abrupte, mais elle redit bien à sa manière, c'est l'interprétation de Viola de « Dans tout berceau germe une tombe ». Et au-delà de l'homme, évidemment, nous partageons cette vulnérabilité avec l'ensemble du vivant. Comme je vous disais, seul le vivant est à strictement parler vulnérable. L'ensemble des phénomènes peut être fragile, peut être cassable, par exemple. Un verre peut être cassé, mais il n'est pas à strictement parler vulnérable. Mais nous partageons en revanche avec l'ensemble du vivant le caractère vulnérable du vivant. C'est une idée d'une évidence populaire, si j'ose dire, puisque Édith Piaf, dans sa magnifique chanson « Les Trois Cloches » qu'elle chantait avec les compagnons de la chanson, qui faisaient un chœur splendide, chantait, c'est quoi exactement les termes? « Toute chair est comme l'herbe, elle est comme les fleurs des champs ». Je me rappelle, vous connaissez sans doute l'air. « Toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs, et puis fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, tout va se desséchant. » Donc c'est une banalité, c'est quelque chose qui est inscrit au cœur même du vulnérable, que celui-ci soit en lui-même et indépendamment de toute circonstance extérieure, passible de disparition. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dès qu'on a vu la vulnérabilité du vulnérable, évidemment, on en prenne soin. On en prenne soin pour faire quoi? Eh bien, pour accompagner en quelque sorte cette apparition vouée à disparition. Cette apparition disparaissante, parce que c'est même pas une apparition disparaissante, c'est même pas une apparition qui aurait pour conséquence ultime
de disparaître, c'est que l'apparition est en tant que telle disparition. Hein, dès qu'un humain vient à la vie, déjà, il est assez vieux pour mourir. Hein, c'est-à-dire que cette faille est inscrite à même le vulnérable. Donc accompagner cela, c'est cela la difficulté. Et c'est peut-être cela que nous ne sommes plus capables de faire. Accompagner cet accomplissement de la vie qui est dès l'origine susceptible de disparaître. Pourquoi? Bien évidemment, la première raison, c'est que pour accompagner cette vulnérabilité, encore faut-il la voir. Et qu'est-ce que ça veut dire, voir la vulnérabilité d'une chose? Eh bien, ça veut dire d'abord l'éprouver. Il y a un texte dans Regardez voir, un des livres, il n'en a pas écrit beaucoup, c'était d'abord un professeur, François Fédier. Ses écrits nous sont donc d'autant plus précieux. Il y a un texte de François Fédier qui s'appelle « Regardez voir », qui dit la chose suivante. « Regardons un arbre, tant que nous n'y voyons pas un vivant, c'est-à-dire un des nombreux êtres qui, dans un mouvement vraiment émouvant, déploie la vie, nous ne voyons pas l'arbre. » Et il ajoutait « Ainsi voit-on l'invisible, grâce à cette disposition par laquelle nous éprouvons jusqu'à y être enfin nous-mêmes. » Autrement dit, pour prendre soin du vulnérable, il faut le voir. Et puis pour le voir, il faut l'éprouver. Parce qu'à strictement parler, la vulnérabilité, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas comme je vois ce verre qui est sur le bureau. Hein, la vulnérabilité, c'est invisible. Hein, ça s'éprouve et ça ne se voit pas comme un phénomène, comme un étang, pour prendre le vocabulaire de Heidegger, se voit. Je vois le verre, mais je ne vois pas, à strictement parler, le fait qu'il puisse être cassé. Je le sens. Et bien de la même manière, pour l'arbre, je ne vois pas sa vulnérabilité, mais je peux l'éprouver de tout mon être. Or, tout le problème, c'est que nous ne le voyons plus. Nous ne la voyons plus, cette vulnérabilité. Nous sommes aveugles et sourds à la vulnérabilité du vivant. Nous n'éprouvons plus cette vulnérabilité. Pour l'éprouver, que faut-il faire? Peut-être rien. Simplement être en rapport avec le phénomène tel qu'il est. J'ai eu cet incident avant l'été dans ma copropriété où il a été question d'abattre 2 arbres parce qu'il y en avait un qui était malade. Donc les autres étaient potentiellement malades aussi et donc on allait tous les abattre. Et je ne peux pas vous dire ce que ça me faisait. Ça me faisait mal. C'est-à-dire que je voyais, c'est-à-dire que j'éprouvais en réalité la vulnérabilité de l'arbre. Et si on n'est plus dans ce rapport-là au phénomène, eh bien effectivement, on peut s'emparer d'une tronçonneuse, qui à mon sens est un des symboles de notre insensibilité actuelle au vivant, hein, où l'on peut en quelques instants liquider des dizaines d'années de déploiement vital. Nous ne sentons plus la vulnérabilité de l'arbre, nous ne sentons plus qu'il s'agit d'un être vivant, et donc ça devient un stock de bois, un élément qui gêne dans le paysage et qu'on dégage parce qu'on a décidé d'un seul coup de construire autre chose, etc., etc. Un obstacle, éventuellement, il y a ce passage très intéressant et très humoristique, mais en réalité d'un humour très très grinçant, hein, où Alain Finkielkraut raconte comment, quand on a eu quelques accidents en raison de platanes qui bordent une nationale, d'un seul coup on peut décider de liquider tous les platanes. Donc c'est-à-dire c'est un obstacle. Hein, on va pas justement éduquer à contourner l'arbre, à ralentir pour ne pas rentrer dans l'arbre. Non, on va considérer l'arbre comme un pur obstacle et donc on va le dégager. Là, c'est qu'on ne voit plus l'arbre. Quand on en est arrivé là, au fond, on ne voit plus l'arbre.
L'arbre devient quelque chose qui déroge à nos plans, ou au contraire qui y entre. S'il y entre, il est entre guillemets respecté. Je dis entre guillemets parce qu'en réalité, il n'y a pas de respect. Le respect véritable, respecté, dit encore François Fédier dans son magnifique Regardez voir, c'est regarder, c'est-à-dire prendre en garde. Et à partir du moment où on ne regarde plus le phénomène, il n'est plus que l'objet qui rentre ou non dans nos plans. Et donc nous n'avons plus rapport à lui. Il y a un autre auteur, et j'emploie le mot en son sens étymologique, être un auteur, c'est augmenter quelque chose. Et de la même manière que François Fédier a augmenté quelque chose dans la compréhension de l'Occident moderne, de la même manière, David Abraham, qui est à la fois un philosophe et un anthropologue, a augmenté notre compréhension concernant notre rupture vis-à-vis de la vie. Nous ne ressentons plus la vie comme vie, c'est-à-dire que nous ne ressentons plus la vulnérabilité de la vie. Son livre qui a été traduit par « Comment la Terre s'est tue », le titre original, c'est intéressant parce que le titre traduit ne trahit pas du tout le contenu du livre, mais tout de même, il constitue un écart assez sensible par rapport au titre original, puisque le titre original, c'est « The Spell of the Sensuous ». C'est-à-dire le charme du sensuel ou du sensible. Et de fait, comme ce charme, nous ne l'éprouvons plus, c'est-à-dire comme nous ne sommes plus en rapport avec la Terre et tous les éléments qui composent la Terre, c'est-à-dire les éléments vivants, et bien de la même manière, nous comprenons comment nous pouvons dévaster cette Terre. Alors, David Abraham raconte notamment comment un jour il s'est perdu à Bali, dans la forêt, et un orage éclate et il se réfugie dans une anfractuosité où il y a plein de mousses, et puis il attend passer l'orage. Et d'un seul coup, à l'orée de la caverne, il voit deux énormes araignées qui vont tisser leur toile. Et c'est pour lui comme si c'était la première fois. Il n'avait jamais vu l'araignée. Et il raconte qu'il est comme dans un état de charme, pour le coup, le charme du sensuel. C'est-à-dire que c'est magique. Vous voyez, Comment la Terre s'est tue, c'est pas mal comme titre, mais ça évacue l'idée de charme. Et dans l'idée de charme, il y a l'idée de magie. Et la magie du vivant, c'est de voir comment cet animal est capable, sans aucun plan tracé d'avance, c'est la définition de l'instinct, de faire sa toile en réussissant à l'ajuster à l'entrée de cette caverne. Et en plus, il observe le balai des deux araignées et il est sous le charme, il est quasi envoûté. Et c'est pour lui une expérience tout à fait décisive. Il s'aperçoit qu'en bon occidental qu'il est, il ne sent plus rien. Et d'ailleurs, lorsqu'il retourne dans une des grandes villes américaines où il a à vivre habituellement, il s'aperçoit que tout a perdu sa densité sensible et sensuelle. Et en particulier, il raconte que l'air n'est plus le même air. Je vais vous lire un petit extrait parce que c'est un texte très impressionnant. Là, il ne parle plus de Bali, il parle du Népal où il est allé, et il raconte la chose suivante. Au Népal, l'air est une présence dense et de textures riches, remplie d'influences invisibles et pourtant tactiles, olfactives, audibles. En revanche, aux États-Unis, l'air semble léger, vide de substance ou d'influence. Ce n'est plus un milieu sensuel. La matrice vécue de notre souffle et du souffle des autres animaux, des plantes et du sol, mais simplement une absence. Et en effet, dans les discussions de tous les jours, on en parle souvent comme d'un simple espace vide. Après mon retour en Amérique,
Il m'est arrivé de m'attarder près du feu de bois ou même de dépôts d'ordures, au grand désarroi de mes amis. Seule l'intensité de telles odeurs était en effet susceptible de rappeler à mon corps l'immersion dans un milieu enveloppant. Et avec cette expérience d'immersion dans un monde d'influence revenaient en foule les mémoires corporelles de cette année passée parmi les chamans et les villageois de l'Asie rurale. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes séparés. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Comment se fait-il que des peuples, donc on voit qui fait allusion aux chamans, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de son aventure, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une aventure où il retrouve la sensualité que nous avons perdue. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui fait ce sensuel, et en particulier le monde vivant, ne nous parle plus. C'est pourquoi le titre « Comment la Terre s'est tue », qui traduit le titre original, n'est quand même pas trop mal. C'est-à-dire que ce grand silence fait que nous n'éprouvons plus rien. Et à partir du moment où nous n'éprouvons plus rien, nous pouvons être d'une brutalité sans égale. C'est évidemment ce qui se produit vis-à-vis des arbres, c'est aussi ce qui se produit vis-à-vis des animaux. L'abattage industriel n'est possible qu'à partir du moment où nous avons désanimé l'animal, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous ne sentons plus la vie qu'est cet animal. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons effectivement aller très très loin dans la violence. Alors comment comprendre ce mouvement? Qu'est-ce qui a pu nous couper du vivant? Qu'est-ce qui a pu nous rendre insensibles aux vulnérables? Qu'est-ce qui a pu faire que nous ne voyons plus l'arbre? Qu'est-ce qui a pu faire que nous ne sentons plus la souffrance de l'animal ou la merveille de l'animal d'ailleurs, évidemment, pas la souffrance seulement, la merveille que représente éventuellement l'animal? Peut-être qu'il faut aller chercher du côté du poids de l'intelligence, si j'ose dire. D'une intelligence qui s'est désincarnée. Marcel Proust disait dans les 75 feuillets que nous avons retrouvés de l'élaboration de la recherche du temps perdu, il y a un extrait absolument extraordinaire dans lequel il dit « Je me méfie de plus en plus de l'intelligence ». De quelle intelligence parle-t-il ? De cette intelligence peut-être qui n'est plus d'intelligence avec rien. C'est à ce prix peut-être que s'est construite la science moderne. Qu'est-ce que la science moderne? C'est ce qui ne retient des choses que ce qui en est mesurable. Et évidemment, se produit certainement avec Descartes à cet égard un tournant assez décisif. Vous avez certainement entendu parler de l'épisode du morceau de cire dans les méditations métaphysiques, où Descartes se demande qu'est-ce que la cire, et à travers ce morceau de cire, il se demande qu'est-ce que c'est qu'un corps physique. Qu'est-ce que c'est qu'un corps physique? Donc il prend un morceau de cire, au départ ça commence pas mal. Il prend un morceau de cire parce que c'est un corps singulier. C'est celui-ci et pas un autre, donc il a bien des caractéristiques sensibles très fortes. L'odeur, la consistance, quand il le touche, quand il le cogne, il donne un son, un parfum, bon, etc. Donc c'est quelque chose qui est sensoriellement très présent. Et puis Descartes nous dit, imaginons que nous approchions une flamme, de ce morceau de cire, ou plutôt que nous approchions le morceau de cire de la flamme, tout cela disparaît. Et ne reste plus, dit Descartes, qu'un morceau d'étendue flexible et muable. Voilà, nous sommes entrés dans le monde de la science moderne. L'étendue, c'est le mesurable, c'est ce qui va être accessible à l'esprit intellectuel, si j'ose dire, de l'homme, et nous avons perdu le rapport avec le sensible. Toute l'épistémologie cartésienne répond à ce mouvement. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fameuse théorie des animaux-machines.
Non pas que Descartes ait eu quelque hostilité que ce soit vis-à-vis des animaux, c'est pas ça du tout le problème. Son problème à lui, c'est comment on va rendre accessible à l'intelligence telle que je suis en train d'en parler, c'est-à-dire l'intelligence intellectuelle, un être dont la complexité, la richesse sensitive nous échappe. À partir de là, Descartes va nous dire finalement, les animaux font des choses bien mieux que nous parce qu'ils ont l'instinct, mais au fond, ça ne m'étonne pas, dit Descartes. Et c'est là que c'est terrible, au fond. Ça ne l'étonne plus. Il ne s'étonne plus que l'animal puisse agir de façon spontanée sans l'avoir appris. Donc, avec la théorie des animaux-machines, quel est le souci de Descartes ? Eh bien, de rendre accessible à l'intelligence intellectuelle le phénomène de l'animalité. Donc, si l'on considère l'animal comme un mécanisme, bien entendu, ça simplifie le problème. Il y a toujours chez Descartes cette volonté, très louable d'ailleurs, de simplification. Louable, mais aussi appauvrissante. Par définition, la méthode cartésienne est un appauvrissement du réel. Et c'est sur ce modèle, sur cette méthode cartésienne que s'est construite la science, de telle manière que la science nous a séparés du sensible, nous a séparés du phénomène tel qu'il apparaît dans toute sa richesse existentielle. Le phénomène de l'arbre ne saurait se réduire à ce que la science peut dire de lui. Alors évidemment, la science va dire des choses de plus en plus précises, de plus en plus passionnantes. Mais malgré tout, comprendre scientifiquement, ce n'est pas éprouver dès lors qu'on a compris la science comme une réduction du phénomène à ce qui est accessible à l'esprit intellectuel de l'homme. C'est de cette intelligence-là que Proust se méfie. Alors je vais vous lire cet extrait formidable que vous reconnaîtrez indirectement, même si ce n'est pas la version ultime de La recherche du temps perdu, parce que elle essaye, par son approche, Proust a bien senti ça, que l'intelligence nous coupait des phénomènes. Et voilà ce qu'il dit. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions passées, c'est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même et la seule matière de l'art. Ce que l'intelligence nous rend sous le nom de passé n'est pas lui. En réalité, comme il arrive pour les âmes des trépassés dans certaines légendes populaires, chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s'incarne et se cache en quelque objet matériel. Elle y reste captive, à jamais captive, à moins que nous ne rencontrions l'objet. À travers lui, nous la reconnaissons, nous l'appelons, elle est délivrée. L'objet où elle se cache, ou la sensation, puisque tout objet par rapport à nous est sensation, nous pouvons très bien ne le rencontrer jamais. Et c'est ainsi qu'il y a des heures de notre vie qui ne ressusciteront pas. C'est que cet objet est si petit, si perdu dans le monde, il y a si peu de chances qu'il se trouve sur notre chemin. Il y a une maison de campagne où j'ai passé plusieurs étés de ma vie. Parfois, je pensais à ces étés, mais ce n'était pas elle. Il y avait grande chance pour qu'elle reste à jamais morte pour moi. Autrement dit, par le canal de l'intelligence intellectuelle, il ne retrouve pas du tout ce qu'il a vécu. Il y avait grande chance donc pour elle qu'elle reste à jamais morte pour moi. Leur résurrection a tenu, comme toutes les résurrections, à un simple hasard. L'autre soir, étant rentrée glacée par la neige et ne pouvant me réchauffer, comme je m'étais mise à lire dans ma chambre sous la lampe, ma vieille cuisinière me proposa de me faire une tasse de thé dont je ne prends jamais. Et le hasard fit qu'elle m'apporta quelques tranches de pain grillé. Je fis tremper le pain grillé dans la tasse de thé, et au moment où je mis le pain grillé dans ma bouche et où j'eus la sensation de son amollissement pénétrer d'un goût de thé contre mon palais, je ressentis un trouble
des odeurs de géranium, d'oranger, une sensation d'extraordinaire lumière, de bonheur. Je restais immobile, craignant par un seul mouvement d'arrêter ce qui se passait en moi et que je ne comprenais pas, et m'attachant toujours à ce goût du pain trempé qui semblait produire tant de merveilles, quand soudain les cloisons ébranlées de ma mémoire cédèrent, et ce furent les étés que je passais dans la maison de campagne que j'ai dites qui firent irruption dans ma conscience, avec leurs matins, entraînant avec eux le défilé, la charge incessante des heures bienheureuses. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas là où nous les cherchons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous les cherchons dans l'abstraction de la pensée. Ce que nous dit ici Proust, c'est que le passé qu'il s'évertuait à se remémorer intellectuellement lui échappait en permanence. C'est à la faveur d'un hasard, autrement dit, de quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser. Or, toute la science aujourd'hui maîtrise, donc elle ne peut être qu'indifférente. Alors Proust raconte comment, de temps en temps, il lui arrive des trucs pareils quand il se balade avec ses amis. Et il dit, bon, laissez-moi. Et les autres ne comprennent pas. Il veut s'arrêter à tout ce qui est devenu indifférent, parce qu'il sent qu'à travers son corps, il va pouvoir éprouver quelque chose de la vie, du vivant. Il va pouvoir trouver un contact véritable avec les phénomènes vivants. Et évidemment, dès lors qu'on est au contact des phénomènes vivants, on ne peut plus les toucher, on ne peut plus les atteindre, on ne peut plus les abîmer. Comment la Terre s'est tue à la faveur, entre guillemets, de cette migration de la compréhension vers l'intellectualisme, alors que c'est en retrouvant un contact alors très aléatoire, c'est ça qui ne nous plaît pas dans notre monde de maîtrise, c'est très très aléatoire, mais si l'on se rend d'un seul coup attentif à tout ce qui nous entoure, nous nous mettons à nouveau à sentir que l'arbre est un arbre, que l'animal est un animal, et peut-être alors nous pourrions accompagner le vulnérable dans son éclosion, dans son déploiement, de telle façon que nous n'aurions plus la même facilité, tout au moins, à le détruire. Donc, l'origine du vulnérable, elle est certes au cœur du vulnérable, mais elle se loge aussi dans une attitude qui n'est tellement plus d'intelligence avec les choses, que c'est cette forme d'intelligence-là, celle qui essaye de suivre Proust, tout en s'émancipant de l'intelligence qui est devenue la nôtre, c'est-à-dire une intelligence très intellectuelle, que peut-être nous pourrions retrouver une chance de préserver l'ensemble de ce qui est vulnérable. Je vous remercie.